Radio Caravane, un feuilleton sonore qui marche sur le GR 2013. Tous les 15 jours, Caravane embarque des élus, des architectes et des artistes pour une journée de conversation pédestre à travers les paysages de l'hyper-village provençal. 21 étapes tout au long de l'année 2013 sur les 365 km de ce sentier métropolitain pour reconnaître ensemble l'état de nos villes et de nos paysages, pour révéler et dessiner le territoire et le patrimoine de la métropole. Bonjour. On est dans les halles de la Madrague, le marché primeur, à côté du marché Opus. Et là on est entre les étals de fruits. En face de nous il y a des boucheries halal. Derrière nous les olives. Comment ça s'appelle déjà ça, monsieur? Ça s'appelle comment? Monte Carlo de Monaco, de Marseille. Monte Carlo de Marseille. De Marseille. J'adore quand la ville se remplit d'odeurs, de nourriture, de grillades, je trouve ça hyper... c'est à la fois rassurant et je trouve ça très excitant. C'est habité. Ouais, ça enveloppe tout. Il s'agit là de map monde sur la façade. Ah oui. Ouais. Avec les villes britanniques à gauche et en haut la Scandinavie, mais c'est très abstrait, c'est un peu déformé. Mais il y a une volonté de s'inscrire dans le bâtiment EDF. Donc, j'imagine que c'est l'administration qui est dedans. Et ce qui est rigolo, là-bas en face, en fait, tu as le chantier naval. Là, tu as aussi quelque chose qui plastiquement se rapproche en fait de ça, avec des pixels en différentes valeurs de gris. Mais là, il n'y a pas de volonté de faire carte. Si, ça c'est une partie de la... j'imagine que ça fait encore administrativement du Gardarin, non? C'est une partie du Gardarin que c'est. Vous arrivez sur le pont de chemin de fer. Arrêtez-vous au milieu du pont. Je crois qu'il faudrait commencer par se dire que l'histoire industrielle de Marseille passe d'abord par une histoire portuaire. Marseille, c'est d'abord une ville portuaire. Alors c'est une ville portuaire qui va donc constituer sa puissance qui est quand même importante à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle sur le commerce, on le sait, sur le négoce. Avec l'avènement de la modernité, le XIXe siècle, la révolution industrielle, mais qui commence avant tout à se manifester à Marseille par une révolution des transports, c'est-à-dire que c'est les bateaux à vapeur qui apparaissent et le chemin de fer dont on parle qu'il va arriver, qu'il doit arriver et qui va effectivement arriver, il y a effectivement des nouveaux courants qui animent le transport maritime. Et puis la question de la modernisation portuaire est posée assez tôt au XIXe siècle, dans les années 1830, une modernité portuaire qu'on sait nécessaire pour s'adapter aux navires à vapeur qui sont apparus et au chemin de fer qui va arriver.
on sent quand même que les Marseillais sont hésitants. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas dans cette modernité qui est en train d'arriver. Ça vient très vite. Dès 1860, on est déjà en train de construire les docks. Et les docks, c'est des gens de l'extérieur qui les construisent. C'est l'État et une grande entreprise privée qui s'appellera la Compagnie des docks et entrepôts de Marseille, qui est par ailleurs la même compagnie que celle qui amène le chemin de fer, le PLM, avec le fameux Paulin Talabot qui est ce grand entrepreneur qui est le maître d'œuvre de la modernisation réelle du port avec les docks. Les Marseillais voient vraiment leur échapper, leur véritable suprématie sur l'espace portuaire. Et c'est au cours du 19e siècle, sous une impulsion quand même très importante de la Chambre de commerce de Marseille, pour que le port revienne dans les mains des Marseillais et qui est en train de lui échapper avec cette compagnie des docks étrangère. On pourrait même y retrouver des discours à l'époque qui ressemblent aux discours d'aujourd'hui où on parle de privatisation du port, puisque le port appartenait un peu à tout Marseille. Et là, il appartient à une compagnie privée, sur le domaine des docks en tout cas. Et là, la Chambre de commerce s'est battue pour qu'elle obtienne, elle, la concession, c'est-à-dire le même rôle qu'avait la compagnie des docks, sauf que la Chambre de commerce n'est pas une compagnie privée, mais c'est Marseille, c'est l'économie marseillaise. Et parallèlement à ça, la Chambre de commerce fait tout pour que les négociants marseillais deviennent des industriels, se mêlent d'industrie et deviennent des fabricants, c'est-à-dire des gens qui vont non seulement stocker la marchandise comme ils le faisaient, mais qui aussi vont la transformer. Donc les Marseillais sont devenus industriels pour retrouver leur port, pour ne pas perdre le lien avec leur port. On avance ? Ouais. On va essayer, on essaye du coup d'avancer. Ouais, d'avancer. Non, avançons. Derrière, les arcades que tu vois, ce sont les soubassements d'une énorme entreprise marseillaise du temps de la beauté du port, bien évidemment, parce que tu imagines donc maintenant assez bien que dans ces années de colonisation, avec cette masse de trafic, aussi bien de matières premières, comme on vient de dire, là, des colonies, que de matières premières liées aux grandes industries qui sont là autour, tu as d'énormes entreprises de réparation navale. Donc le marché aux puces, par exemple, c'était une énorme entreprise de réparation navale. On y faisait les moteurs. Donc ça, tu es là dans les bassins du président Wilson, dans un Marseille des années 40, on pourrait dire, tu vois, avec cette colline qui est juste là derrière, que j'aime beaucoup aussi, dans laquelle il faut vraiment arriver à se balader souvent. C'est la colline des charbonnages. C'est-à-dire que de Gardanne, arriver là au Pas de Panzani, tu vois, le stock des Pas de Panzani, arriver là, la Galerie de la Mer. Et la Galerie de la Mer, c'est une galerie de 18 km qui traverse les monts de l'Étoile, qui arrive dans les fonds de mine de Gardanne et qui amène ici sur les quais, à niveau zéro, la lignite extrait des fonds de mine, mais aussi toute l'eau des sources des fonds de mine, etc. Donc là, maintenant que les mines sont fermées à Gardanne, donc la Galerie de la Mer, elle n'a plus de raison d'être. Simplement, en fermant les mines, ils ont noyé les fonds de mine jusqu'au niveau plus 18, qui est le démarrage de la Galerie de la Mer à Gardanne. Et c'est maintenant la Galerie de la Mer qui sert de galerie d'exor de toutes les eaux de fonds de mine fermées maintenant. Donc c'est à la fois une catastrophe écologique absolument terrible, parce que sur son chemin, elle aspire toutes les eaux qui normalement se retrouvaient en source aux Égalades par exemple, ou dans des lieux comme ça. Et en plus, elle ramène de l'eau douce dans la baie de Marseille. Qui plus est, une eau de fond de mine qui n'ont pas été nettoyées bien évidemment avant d'être noyées, donc tu imagines la suite. Si on rentre dans la porte 2C là, est-ce qu'on ressort? Est-ce que vous pensez qu'on peut ressortir de l'autre côté? D'après la carte ça ressort mais... Oui mais il y a quand même tout le trafic des camions et ils ne te laissent pas rentrer les piétons parce qu'il n'y a pas d'espace pour les piétons. D'accord. Et tout ça, ça ne fonctionne plus aujourd'hui, c'est obsolète, tu vois, ça fonctionne encore parce que on est devant un reste industrialo-portuaire qui n'a plus d'existence aujourd'hui, tu vois, c'est plus comme ça. Quand tu vas à Fos,
qui est le vrai port de Marseille. Et sur Fosse XXL, tu n'es plus du tout dans une problématique de ce type-là. Là, tu as le gaz et le pétrole qui arrivent en masse avec des super tankers et qui est taxé par le port autonome. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que le port autonome est un peu riche. Sinon, il serait déjà mort. Avec la pression foncière qui s'exerce ici sur Marseille, il n'y aurait déjà plus de port. Moi j'adore cette succession en fait, des bâtiments parce que c'est des bâtiments qui appartenaient tous au CMA, CGM. On voit bien là. Ouais. C'est comme en fait quand je le vois ça, sous forme de statistiques en fait, de données économiques. On peut se corréler en fait. Ils ont commencé là, et puis ils ont construit ça, et puis entre-temps maintenant c'est vendu au CG pour construire en fait le plus grand. C'est comme une courbe en fait de l'évolution des chiffres d'affaires. À un moment donné, ça vacillait un peu, mais c'est parti à nouveau dans le. Le troisième bâtiment, en fait, de la grosse boîte de containers, qui, en fait, a commencé dans le petit bâtiment blanc que tu vois sur la droite, puis ce bâtiment en vert, et maintenant la grande tour. Et c'est assez intéressant parce que là aussi, ça a une histoire. C'est Chirac qui a vendu au franc symbolique cette entreprise à un Libanais de ses amis et qui, en quelques années, a démontré que cette entreprise dite non rentable, en fait, devenait, la deuxième grande ou troisième grande entreprise au monde de circulation de containers sur la planète. Si le H99 a démarré, ça veut dire qu'ils ont arrivé à commercialiser alors Le H99, oui, il est juste derrière. Là, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est la barre. C'est un immeuble bar. Ouais. Et après, il va y avoir les deux tours. D'accord. Ben, l'H99, c'est des logements. Par contre, celle qui est de Jean Nouvel, ça sera des bureaux. Et c'est là où, normalement, la métropole devrait s'installer. Mais en tous les cas, là, ils l'ont affiché sur les docks, l'image. Donc, l'image est déjà communiquée depuis très longtemps. Il y a 3 années, il a même sorti, Petri a même sorti un livre qui le met tout un livre dans une édition d'architecture en fait, renommée pour le décrire. Moi, ce que j'essaye c'est d'essayer de dégager des grandes formes qui font sens pour comprendre la ville aujourd'hui. Parce qu'elles sont encore vivantes aujourd'hui. Donc, tu sors du Vieux-Port, tu sors de la Calanque de l'origine, d'accord ? Et tu viens tout de suite là, boum, avant-port sud, avec le phare, bassin de la Juliette, bassin du Lazaret, puis après Arinque, là où nous sommes maintenant. Hein ? Et tu les vois qui sont tous pareils. Tu les vois qui prennent le virage sur le même module. Et tu vois qu'on essaye de fabriquer des carrés. On fabrique des carrés. On fabrique quelque chose qui... Ni Dieu ni maître. C'est l'image qui me vient immédiatement à l'esprit. On le voit beaucoup mieux encore sur ce dessin-là. Et là, Tiens. Petite phrase de Montrichier. Il faut que les travaux se succèdent constamment. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est l'ancêtre du processus. C'est quelque chose qui me tient très à cœur, et c'est ça l'ancêtre du processus. Tu vois ? Et donc, dans ce dessin-là, qui est le plan de Montrichier, tu le vois bien, comment le système, va continuer de se développer tout le long de la ville. Et dans le même temps, au sud, on va développer un tout autre urbanisme. C'est pour montrer à quel point c'est important de l'analyser. Jean-Baptiste Falck construit le Prado, les 2 bouts du Prado, et lotit tous les bords du Prado, avec les maisons, vend, évidemment ça fait une fortune colossale si on se donne dans le même temps, mais là il fabrique de la ville, qui est de la ville campagne. C'est autre chose. Je veux dire qu'à cette époque-là, on conçoit 3 types de villes. La ville de Falck, ici de ce côté, cette ville campagne, le bateau-usine dont on a parlé est effectivement la ville-usine, mais aussi la 3e ville, celle qui est percée avec la grande percée de la rue de la République, qui est encore un 3e type de ville. C'est-à-dire comment je prends une colline, là aussi, organique, de fondation de la ville,
Et je dessine un autre texte de fondation, un troisième texte de fondation, avec cette grande allée, donc, qui est, elle, sur le modèle parisien, on le sait bien, hein, haussmannien, etc. Mais tout ça est concomitant. Et donc là, on voit bien qu'on a passé la matinée dans Euromède 2 quand même, hein, dans la zone, puisqu'on est parti de Bougainville, on voit bien que c'est là, la passerelle ici, on est monté jusqu'aux puces qui sont là, tout le hangar là où on était là, jusqu'à la passerelle du bas. Et on voit aussi très clairement ce dont tu parlais, Hendrik, c'est les restes de tapis roulants. L'ombre est forte là, ici, ça doit être, je sais plus lequel. Alors attends, le silo, c'est peut-être celui-là, le silo de bauxite. Non, ça c'est Panzani. Alors attends, où est-ce la rue de l'Alliance, elle est où? C'est peut-être ça alors? Donc c'est là, ouais. Donc je pense que ça, c'est apparemment d'après Nicolas, en tout cas, c'était bauxite. Là, on était en train de regarder en fait le projet qui allait se faire, alors que tout à l'heure on était sur l'existant, pour regarder en fait comment ils vont intégrer du coup les logements et comment ils vont ouvrir tout le ruisseau, ou comment le ruisseau va être ouvert plutôt, et révéler à nouveau, parce qu'aujourd'hui du coup il est complètement souterrain. Voilà, et on était en train de s'étonner de la terminologie de cette belle maquette, avec des pelouses et des prairies. Donc on aura des prairies à l'intérieur des îlots. On ne sait pas encore à quoi ça va ressembler, sûrement à ça. Et donc Léa disait que c'est intéressant de voir ces maquettes, ces fausses maquettes avec des faux gens sur des fausses herbes et des faux trottoirs. Voilà. Et donc je voulais dire que c'était intéressant parce que tout à l'heure on disait que c'était impressionnant que des gens étaient capables d'acheter des appartements sur ça, donc sur le même fond, quoi, qui n'existe pas. Alors après, voilà, il y a eu des politiques qui ont été menées, voilà, une France de propriétaires. Il faut 70% de propriétaires en France, ce qu'ils ont fait en Espagne, et ce qui a été une catastrophe. Le nombre de logements vides maintenant en Espagne est fou, alors que voilà, en Allemagne, il y a 40% de propriétaires et ça suffit. On ne pousse pas à la propriété privée. Donc après, dans quelle mesure aussi proposer des projets comme ça? En France, on est dans un État républicain. Il y a l'État et il y a l'individu. Et entre les deux, il n'y a rien. Donc il y a l'individu qui est face à la République et qui est valorisé par la République. Mais entre les deux, il n'y a pas, comme par exemple en Angleterre, la communauté qui a une certaine valeur. Donc c'est exactement ça, je pense, ce que tu dis. C'est-à-dire que quand l'individu a aussi ses propres droits sur où il habite, comment il habite, c'est aussi une revalorisation de cette entité-là, mais qui donne finalement sens à toute une construction étatique. Je ne sais pas peut-être on pourra même dire que tout ce qui est co-construction aujourd'hui, en France, ça n'existe pas encore. Alors que dans d'autres pays, ça se fait depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire des gens qui se rassemblent pour construire leur maison ensemble, quoi. Mais moi, je pense aussi qu'on parlait de l'Allemagne. Je pense qu'en Allemagne, il y a aussi une autre appréhension du logement parce qu'il y a énormément de choses qui ont été détruites après la guerre. En France, presque rien n'a été détruit. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin ce que ça donne, tu vas voir. Quatrième forme portuaire et urbaine, et qu'on croit connaître parce que c'est l'entrée de Marseille, quoi, c'est l'entrée du Vieux-Port. On croit connaître. Et en fait, ce que l'on ne voit pas et ce qu'on a absolument perdu dans notre mémoire collective de Marseillais, c'est à quel point, quand un bateau comme ce bateau-là rentre dans le Vieux-Port, il rentre dans la ville. Il se met à quai et tout ce qu'il porte va partir dans la ville. Il n'y a pas de dock à cette époque-là. On a quitté le 19e siècle, hein, et la construction partait à la bout du dock. On comprend la révolution fondamentale que ça représente du coup. Quand un bateau arrive là, dans le Vieux-Port, il se dissout dans la ville.
son contenu se dissout dans la ville. C'est-à-dire que tu as dans la ville tout un système de charrettes tirées par des chevaux, et tu les vois, ces vieilles gravures d'ailleurs, tu en vois encore même au 19e siècle. Et tout ça va partir dans des petits hangars, dans des premiers étages d'immeubles, dans des garages, dans des stocks à l'air libre, etc. Et c'est la ville tout entière qui est hangar. C'est la ville tout entière qui est entrepôt. Tu vois ? Et ça, c'est une particularité. Et on comprend bien, du coup, quand tu pousses, par exemple, des portes et que tu te retrouves, comme à Istanbul ou dans les grandes villes orientales, tu te retrouves devant une cour, dans une cour intérieure avec tous les bâtiments répartis autour. Là, c'est carrément ferraille, complètement. Et au 19e, même au 19e, ils ont continué de construire comme ça. Comme quoi, c'était vraiment bien inscrit dans la ville. Et si on comprend une chose pareille, on comprend très bien Marseille. Et on comprend surtout, moi je trouve, le Marseille contemporain. C'est-à-dire que ça, on continue d'en garder une mémoire inconsciente. Et il y a des pratiques encore aujourd'hui de ce type-là. Et c'est les pratiques qu'on connaît bien de porteurs de cabas. C'est les pratiques de tout le commerce qui se fait entre Bendo avec l'Algérie, par exemple. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est plus des hangars, c'est plus des cours intérieurs, c'est plus des choses comme ça. C'est des chambres d'hôtel, c'est des bas d'immeubles. Mais les Chinois font la même chose. Les autres Asiatiques qui sont en ce moment en centre-ville, dans Belzins, par exemple, font exactement la même chose. Ils retrouvent ces vieux chemins d'entreprises et d'entrepôts de la ville. Et c'est ça que j'aime beaucoup, moi, quand je lis ce 4e morceau de port, tu vois, et cette ville port-là, c'est quelque chose qui n'est pas pour moi de l'ordre de l'Antiquité, même si c'est le 6e siècle avant Jésus-Christ auquel il faut penser, tu vois. Mais c'est encore valable aujourd'hui. En fait, on est à l'intérieur du bâtiment qui est dans la prolongation des docks, derrière la rue de la République, dans la première épaisseur côté littoral. Et on est dans un hangar qui s'adosse à une cour couverte avec un entresol qui est assez beau. Tout ça, c'est en travaux. Qu'est-ce qu'il y avait là ? Ici. Moi, les autres cours que je connais dans cette série d'immeubles ne sont pas couvertes. On va pouvoir vérifier. Ouais. Mais normalement, elles ne sont pas couvertes. Je pense que cette cour a été couverte après à des visées d'entrepôt ou de manufacture ou industrielle, je pense. Et je pense que c'est un endroit qui a été fait pour faire tourner des clips de R&B, en fait, essentiellement. Je pense que c'est ça. Surtout ça. Je pense que elle a été faite pour un album, je pense. Pour des scènes de dénouement de Taxi et d'autres films de Besson. D'ailleurs, bientôt il fait un cinéma tout près d'ici. Donc, mais c'est ça, c'est le décor oui, c'est ça. C'est des décors. C'est le décor de Taxi. Voilà. Mais tout ça, c'est démantelé. Enfin, il faut regarder ça maintenant parce que ça disparaît. On va pas le garder. C'est du cinéma à l'industrie. L'urbanisme aussi. Nous venons de traverser la 13e étape de Caravane. Un projet initié par le CAE des Bouches-du-Rhône, le Cercle des Marcheurs, White Project et Radio Grenouille, qui suit le sentier métropolitain du GR 2013. Nous y avons entendu l'artiste Hendrik Sturm, la conservatrice du patrimoine Christine Breton, l'historien René Boruet, l'étudiant Jens Denissen, ainsi que les initiateurs de Caravane, Baptiste Lanaspez et Alexandre Field. Les passages avec Christine Breton et René Boruet sont issus de promenades sonores réalisées par Xavier Thomas pour Radio Grenouille. Radio Caravane, un feuilleton documentaire de Julie Demeher, réalisation et mixage Tony Regnault. Une coproduction CAUE Bouches-du-Rhône, Radio Grenouille. Prochaine étape, de Saint-Antoine à la gare de Picon-Busserine.